Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a annoncé hier la reprise de la navigation dans le canal de Suez avec le même niveau de compétence d'avant la crise du porte-conteneurs qui avait échoué au large du canal, voire meilleur. En ce qui concerne le barrage de la Renaissance, le chef de l'État a averti que la région entourant l'Égypte connaîtrait une instabilité inimaginable si le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil menaçait une goutte d'eau égyptienne. Nous avons plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu visite à l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia, au cours de laquelle il a inspecté le centre de formation et des simulations maritimes en suivant le système du passage des navires dans la voie de navigation après la reprise du trafic, en présence du Premier ministre et d'un certain nombre d'hommes d'État. Le président el-Sisi a remercié le personnel de l'autorité du canal de Suez, louant leur performance honorable et leur effort déployé pour débloquer le navire échoué, ce qui souligne les expériences et les capacités des employés, ce qui a contribué à mettre fin à cette crise avec le moins de pertes possible, malgré le grand boulot. Le président el-Sisi a déclaré qu'il a suivi avec le chef de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, l'évolution de la situation du navire échoué, mettant l'accent sur l'importance du canal de Suez pour le mouvement du commerce international, affirmant que le canal restera à jamais puissante et compétente. De même, le chef de l'État a remercié les pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité à l'Égypte au cours de cette crise. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également salué la réaction des Égyptiens envers la crise de l'échouement du navire dans le canal de Suez, ce qui a prouvé l'amour des Égyptiens pour leur pays, malgré toutes les difficultés et leur souci que l'Égypte soit toujours en paix, signalant que les Égyptiens se tiennent toujours à côté de leur pays et derrière leurs dirigeants, ce qui est digne d'appréciation et de respect. Cela a marqué aussi la conscience des Égyptiens, menant à traverser toutes les crises et défis au cours des 7 dernières années. Le président a demandé à tirer les leçons de cette crise, tout en répondant à tous les besoins et exigences de l'autorité du canal de Suez, qu'il s'agisse d'équipements ou d'appareils, quel que soit leur coût. Ensuite, le président el-Sisi a tenu une conférence de presse internationale au cours de laquelle il a confirmé que l'enquête sur la crise était une question purement juridique et technique, laissée aux autorités concernées sans intégration afin de trouver les causes de l'échouement du navire. Le président el-Sisi a également affirmé l'intérêt de l'État égyptien pour les ports, révélant que ceux de Bérénice et de Jarjoub seront bientôt prêts à ouvrir, en plus d'un certain nombre de ports qui seront achevés d'ici 2 ans, à savoir les ports de El-Sokhna, Alexandrie, Abou Qir et Damiette, afin de relier les deux mers Rouges et Méditerranée. Concernant la crise du barrage de la Renaissance, le chef de l'État a souligné que l'Égypte a choisi la voie de la négociation, conformément aux chartes et lois internationales, car, selon lui, les effets négatifs des hostilités peuvent durer pour plusieurs années, soulignant en même temps que l'eau de l'Égypte est une ligne rouge et la compromettre mettrait toute la région dans un état d'instabilité. Sur un autre plan, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a déploré le décès de l'ancien Premier ministre Dr Kamel el-Ganzouri. Sur sa page officielle, le chef de l'État a écrit que l'Égypte a perdu aujourd'hui un homme d'État unique. Le défunt était une personne fidèle à son sol et à son peuple. Il avait une main blanche et intègre dans divers domaines de la vie politique et économie. Il avait sa réputation scientifique, sa vision et ses capacités de leadership distinguées et fructueuses. Concernant la reprise de la navigation du conteneur géant ou du navire géant, eh bien, nous avons en ligne pour commenter les messages lancés par le chef de l'État en cette occasion. Nous avons en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour.
Docteur Raouf Ghafar, le chef de l'État, hier au canal du Suez, a lancé divers messages, que ce soit des messages concernant l'importance du canal de Suez et la manière dont la crise a été gérée, et aussi des messages relatifs à l'agriculture, à l'irrigation, à l'assainissement de l'eau et au remplissage du barrage de la Renaissance. Commençons tout d'abord par le barrage de la Renaissance. Il a bien dit que personne ne pourrait porter atteinte à une goutte d'eau égyptienne, sinon il y aurait une instabilité spectaculaire dans la région. On aimerait en savoir plus quant à ce message. Un message qui a beaucoup de valeur. Il nous a donné un sentiment d'assurance, c'est-à-dire confidence. Il a bien dit que nous sommes dans de bonnes mains et que ne va pas laisser passer une goutte d'eau de notre droit. C'est un droit, c'est une affaire très importante pour l'équité nationale et avec quelqu'un approche à goutte d'eau pour cette appartient et il y aura des percussions importantes dans la et c'est conçu et celui qui est bien dirigé. Docteur Raouf Ghafar, Oui. êtes-vous en ligne? Oui, oui. Vous toujours en... Oui. On a parlé des projets d'assainissement de l'eau et des projets d'agriculture sur une superficie d'1,5 million de Fédans et autres. Donc, dans quelle mesure ces projets d'assainissement, tout d'abord, sont divulgués tout au long de la République et dans quelle mesure ils sont profitables à l'Égypte? Vous pouvez répéter s'il vous plaît parce que le chef de l'État a parlé de l'assainissement de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui était jetée auparavant dans les lacs et polluait les lacs. Cette eau est recyclée, si on peut le dire, et passe par des processus d'assainissement de manière à en profiter dans l'irrigation. Dans quelle mesure cette technique est répandue dans les 4 coins du pays? Et le fait que la quantité d'eau nécessaire pour l'Égypte, c'est-à-dire minimum, ou peut-être un peu moins du minimum, on doit trouver des moyens, premièrement, rationaliser notre organisation, et la seconde, c'est de l'eau et recycler l'eau, la réutiliser une fois, si on peut, 2 fois, c'est excessivement important parce que malheureusement notre population augmente et nous avons besoin d'eau plus en plus. Donc, l'assainissement de l'eau, c'est une chose vitale pour l'Égypte. Nous avons vu des projets colossaux dans ce domaine qui ont été mis en œuvre dans un temps record partout en Égypte. Et donc c'est très, très important de donner une priorité à ce genre de projet pour quantité d'eau nous suffise non seulement aujourd'hui et demain, mais pour les générations futures. Docteur Raouf Ghafar, merci pour votre intervention. Merci. Il faut dire que énormément de messages ont été, ou divers messages ont été lancés hier concernant plusieurs aspects, y compris l'aspect économique, y compris l'importance du canal de Suez en matière, en tant qu'artère
important pour le commerce international et pour nier les allégations selon lesquelles d'autres alternatives, c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives, mais les autres alternatives ne donnent pas les mêmes privilèges que le canal de Suez. Passons à une nouvelle concernant le sultanat d'Oman et Bahreïn qui ont exprimé leur solidarité et leur soutien avec l'Égypte dans ses efforts déployés afin de régler les différends sur le barrage de la Renaissance par le dialogue et les négociations de manière à garantir la stabilité dans la région et préserver les intérêts de toutes les parties. L'Arabie saoudite a également réaffirmé son appui aux efforts qui contribuent à parvenir à un accord contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a participé à une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition mondiale, co-organisée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et par la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Sophie Wilmès. Dans son allocution via visioconférence, Shoukry a annoncé que la victoire globale et durable face à l'organisation terroriste Daesh exigeait davantage de travail entre les pays et les pays de la coalition. M. Shoukry a souligné que l'organisation terroriste Daesh représentait une menace croissante devant la région du Moyen-Orient et le monde entier, et c'est malgré les victoires de la coalition durant les dernières années. M. Shoukry a exprimé l'inquiétude de l'Égypte face aux activités croissantes de groupes terroristes affiliés à Daesh en Afrique. Le compte à rebours pour le plus grand événement à l'ordre du jour du ministère du Tourisme et des Antiquités a commencé. On parle sans doute du transfert du cortège des momies royales du musée égyptien à Tahrir au musée national des civilisations le 3 avril, au milieu d'une célébration mythique digne de la grandeur de la civilisation pharaonique, selon le quotidien Akhbar el-Youm. Un certain nombre d'artistes participeront à l'événement, dont Yousra, Hassan Fahmi, Mona Zaki, Ahmad Helmi, Laila Elwi et Hind Sabri. Plusieurs d'entre eux prononceront des discours sur la civilisation pharaonique et la procession des momies devant le public. Les informations sur le début du défilé n'ont pas encore été divulguées par la société organisatrice de l'événement et ce sera une surprise digne de cet énorme événement mondial. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé qu'il était convenu de lancer immédiatement la campagne de propagande pour le défilé, la date de l'événement étant annoncée dans quelques heures. La procession comprend 22 momies, dont 18 momies des rois et 4 momies de reines, parmi lesquelles les momies du roi Ramsès II, du roi Seknenra, du roi Thoutmose III, du roi Séti I, de la reine Hatshepsut, de la reine Mérite Amon, épouse du roi Amenhotep Ier, et la reine Ahmose Nefertari, épouse du roi Ahmose. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Électricité le processus de développement dans le secteur du Sinaï ainsi que dans les régions rurales du pays. Lors de la réunion, le président a donné ses directives pour accélérer la mise en œuvre des projets d'alimentation électrique fournis au Sinaï et qui constituent une composante indispensable pour le développement intégral dont l'évolution agricole. Ces projets visent entre autres à favoriser la création de communautés urbaines dans le secteur du Sinaï. Au cours de la même réunion, le président a passé en revue les préparatifs en cours pour fournir les équipements électriques nécessaires aux projets qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative baptisée Vie décente. Avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre rencontre quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Vie décente contribue à l'allègement des répercussions négatives résultant de la pandémie de Covid-19 par l'amélioration des conditions de vie des classes les plus démunies et la génération d'emplois à travers des petits et moyens projets, selon l'ONU.
Étalant dans un rapport les efforts du gouvernement égyptien pour fournir des logements appropriés, des services éducatifs et médicaux, lancer des projets créateurs d'emplois et offrir une aide en nature pour les nécessiteux, l'ONU évoque l'approbation de cette initiative par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'intention essentiellement des catégories les plus défavorisées en zone rurale, conformément à la stratégie nationale de développement durable Vision de l'Égypte 2030, ayant pour objectif de diminuer la pauvreté multidimensionnelle et le taux de chômage. Vie décente est une initiative qui repose sur 4 piliers, à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'investissement dans le capital humain, le développement des infrastructures. Elle vise également à développer la qualité des services du développement humain, renforcer l'économie et doter les villages les plus déshérités des services de base comme la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement. La première phase de l'initiative a été lancée en janvier 2019 et cible 375 villages dans toute la République. Et ce chiffre est passé à 1500 villages après le coup d'envoi de la deuxième phase en janvier 2021, portant les bénéficiaires de ce projet à 20% de la population égyptienne. Pour l'ONU, cette initiative traduit la détermination de l'État égyptien à mettre en œuvre l'approche de la planification participative en associant les citoyens à l'identification des propriétés avec le gouvernement et la société civile.